Un son étrange, n'est-ce pas? Un son bizarre, un son curieux, un son qui vient de l'espace, un son qui nous vient du soleil, en fait. Bon, on va pas rentrer dans les détails. C'est pas très important. Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire. Hein. C'est l'un des derniers qu'on va animer, hein, puisque je vous rappelle, si vous ne le savez déjà, que le planétarium espère rouvrir ses portes au mois de juin. Hein, donc, on a besoin de se préparer un petit peu, mais voilà, on vous prépare un planétarium tout neuf, tout beau, tout propre. Voilà, avec plein de nouvelles choses à y découvrir. Voilà. Alors, on va parler aujourd'hui d'un sujet que vous avez choisi. Donc, vous savez de quoi il est question. Il est question de la Lune. Ça va se passer avec Daniel, hein, qui est juste en dessous. Il est caché pour l'instant, mais il va arriver. Donc ça va. Ah bah le voilà. Salut Daniel. Et donc ça va se passer aussi sur le côté de votre écran là ici là. Vous avez deux onglets. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui nous connaissent, eh bien c'est la routine évidemment. Pour ceux qui ne connaissent pas, deux onglets. Donc un onglet questions où vous pouvez vous exprimer et nous poser des questions. Il n'y a que nous qui voyons les questions et on vous fait des réponses adaptées à votre âge à partir du moment où vous mettez votre âge. Parce que si vous mettez pas votre âge, on peut pas le savoir. Donc c'est important que vous mettiez votre âge en même temps que vous posiez la question parce que vous êtes nombreux connectés et du coup, c'est difficile de se souvenir de tout le monde. Donc mettez bien en même temps votre âge et votre question dans la même question. Ça c'est une chose, ça nous permettra d'écrire donc une réponse adaptée. De temps en temps, la réponse elle sera en direct avec Daniel. Hein, on lui soumettra directement certaines questions. Et puis il y a un onglet sondage également, un onglet sondage qui va nous permettre nous de vous poser quelques questions. Ça va être sous forme de petits quiz, des choses comme ça. Et on va déjà d'ailleurs commencer. Ça va vous permettre de vous familiariser avec ça. On va vous poser deux questions. La première, c'est de savoir combien vous êtes derrière votre écran, puisqu'en fait, on ne sait pas combien vous êtes. Hein, évidemment, vous êtes chez vous, derrière votre écran, mais peut-être vous êtes 3 ou 4 à partager l'écran. Hein, donc c'est important pour nous, ça nous permet de savoir combien de personnes au total finalement vont voir le webinaire. Et puis on va vous demander votre tranche d'âge également. Donc la tranche d'âge, hop, voilà, c'est parti. On vous demande quel âge vous avez. Donc il y a plusieurs possibilités et vous avez plusieurs réponses possibles. C'est-à-dire vous pouvez cocher 2 ou 3 cases. Si vous êtes 2 ou 3 chez vous et que vous avez des âges différents, hein, vous pouvez cocher 2 ou 3 cases. Voilà. Donc voilà pour ça. Bon, je vous ai à peu près tout dit. Si une dernière chose, c'est quand vous posez une question, ramenez-la dans son contexte. C'est-à-dire ne demandez pas juste à quel moment. Parce que à quel moment quoi, ça fait sans doute référence à quelque chose qu'a dit Daniel, mais j'ai pas forcément entendu la même chose que vous. J'étais peut-être concentré sur la réponse à une question, ou bien c'était il y a un petit moment. Et donc c'est important de rappeler le contexte de la question. Voilà. Allez, je vous retrouve dans les questions au fur et à mesure de la séance. On va laisser la parole à Daniel qui va nous parler donc de la Lune. C'est parti. Merci Vincent pour cette introduction. Merci. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous vous proposons de parler d'un objet que vous connaissez bien, hein, c'est bien sûr la Lune. La Lune, c'est l'objet le plus proche. Alors vous étonnez pas si quelquefois je vous regarde, parce que je regarde la caméra qui se trouve en haut de mon écran, mais souvent je regarde ce qui se passe en dessous, parce que c'est là que se passe, moi je dois cliquer au bon endroit, et puis de temps en temps je jetterai un coup d'œil sur ma gauche, là j'ai un autre écran pour surveiller les images que vous allez voir. Sans parler des vidéos qu'on va mélanger avec les images. Et en plus, j'ai un fil conducteur sous les yeux pour pas me perdre au fil de mes pérégrinations. Alors, la Lune, facile à voir, hein, en ce moment surtout, elle est quasiment pleine, elle était pleine hier. On pouvait considérer que la zone qu'on appelle pleine Lune, ça dure 3 jours, hein, au moins, ou 3 nuits en l'occurrence, puisque quand la Lune est visible complètement ronde, ça veut dire qu'elle est complètement éclairée par le Soleil de notre point de vue, ça veut dire qu'on est côté nuit et qu'on la voit la nuit. Alors, il y en a qui vont se demander, mais quel rapport? C'est parce que entre la nuit et la Lune, il n'y a pas de rapport. La Lune est un objet qui fait le tour de la Terre, mais la moitié de la Terre est éclairée par le Soleil et pas l'autre. Il y a un côté jour, un côté nuit chez nous. C'est pareil aussi sur la Lune. Alors selon l'endroit où est la Lune autour de nous, et ça change tout le temps puisqu'elle n'arrête pas de tourner, eh bien on voit plus ou moins le côté jour. Ou le côté nuit, on ne le voit pas, évidemment. C'est pour ça d'ailleurs qu'on verra des phases lunaires, on expliquera ce que c'est tout à l'heure. Et ça veut dire aussi que la Lune est aussi bien visible le jour que la nuit. Il n'y a pas de rapport, il n'y a aucun rapport
entre la nuit et la Lune. C'est pas parce qu'il fait nuit que vous voyez la Lune. C'est pas parce qu'il fait jour que vous la voyez pas. Ben, bien au contraire. Donc, sauf à certains moments. Donc, en ce moment, à l'opposé du Soleil, le Soleil est devant nous, donc la Lune est derrière nous. Donc là, on la voit complètement ronde. On appelle ça pleine Lune. Et là, c'est que la nuit. On la voit se lever le soir et on la voit se coucher le matin. Mais la plupart du temps, la Lune se lève en plein jour ou en pleine nuit, ça dépend des moments, quoi. Ça dépend des périodes. Donc c'est important de savoir que ne faites pas de rapport entre la nuit et la Lune, il n'y en a aucun. Il y a un rapport entre le jour et le soleil, puisque la lumière du jour est provoquée par le soleil. Mais la Lune ne provoque pas la nuit. C'est le côté pas éclairé par le soleil qui provoque la nuit chez nous, pour la Lune. La Lune n'a rien à voir là-dedans. Alors on va commencer par une petite description de la Lune. Alors pour ça, je vais partager mon écran. Voilà. Vous devez voir apparaître quelques images. Pour l'instant, on aperçoit un chapelet, on va appeler ça un chapelet, de la Lune à différentes positions. Alors évidemment, ce qu'il ne faut pas aussi oublier, c'est que la Lune tourne en rond autour de la Terre. Ça veut dire que la Lune est toujours à peu près à la même distance de nous, puisqu'elle tourne en rond, elle fait une ronde autour de la Terre, presque parfaite. On ne va pas chipoter sur les détails, on n'est pas à quelques kilomètres ou quelques dizaines de kilomètres près. Et puis la Lune a toujours la même forme. La Lune, c'est une boule, comme la Terre, ça a la forme d'un ballon. Et la forme de la Terre, la forme d'un ballon, comme la forme de la Lune, ça ne change pas. La Terre a toujours la forme d'un ballon. Eh bien, la Lune a toujours la forme d'un ballon. Par contre, comme il y a un côté jour et un côté nuit, parfois on la voit pas toujours ronde. Mais c'est pas parce que vous la voyez pas ronde qu'elle l'est pas. Donc ici, sur l'image complètement sur votre gauche, c'est ce qu'on appelle la nouvelle Lune, c'est-à-dire le moment où la Lune est dans la même direction que le Soleil, donc le côté éclairé de la Lune, il y a toujours un côté éclairé sur la Lune. Eh bien, ce côté-là est de l'autre côté, donc du coup, on le voit pas. On est face au côté nuit. Le côté nuit est pas éclairé, justement, donc on risque pas de le voir. Et puis, quand ça se décale un petit peu, quand la Lune n'est plus tout à fait en face le Soleil, on commence à voir un petit peu le côté jour. C'est la deuxième image. Vous voyez un croissant. Alors, c'est pas parce que vous voyez une partie en croissant que la Lune a la forme d'un croissant. La Lune n'a pas la forme d'un croissant. La Lune a toujours la forme d'un ballon, avec un côté éclairé et un côté qui ne l'est pas. Au premier quartier, c'est l'image suivante, eh bien, au premier quartier, vous voyez un quart de la surface complète de la Lune, puisque vous vous rappelez que la moitié de la Lune est éclairée par le Soleil, pas l'autre, comme sur la Terre. La moitié est éclairée, pas l'autre moitié, donc la moitié. Et là, dans cette position de premier quartier, ou de dernier quartier, c'est pareil, eh bien, vous apercevez la moitié de la moitié éclairée. Et on ne dit pas une moitié de moitié, on va dire un quart. C'est pour ça qu'on dit un quartier de Lune. Et si vous voyez, si vous prolongez la limite entre le jour et la nuit, en dessous de la Lune, vous dessinez la lettre P pour se souvenir que c'est le premier quartier. Un petit peu, quelques jours après, vous voyez que la Lune a une forme ovale. On dit qu'elle est gibbeuse à ce moment-là, mais c'est toujours une boule. Un peu plus tard, quelques jours plus tard, c'est la pleine Lune. C'est ce qu'elle est en ce moment. De hier, elle était comme ça. Ce soir aussi, quasiment. Vous voyez tout le côté jour. C'est-à-dire que le Soleil est complètement derrière vous. Vous voyez complètement le côté jour de la Lune. C'est pour ça que vous la voyez entièrement ronde. Mais vous voyez que quelques jours plus tard, ce sera dans une semaine, eh bien, on sera déjà au dernier quartier. On verra l'autre moitié de la moitié éclairée par le Soleil. Et puis encore un petit peu plus tard, on verra encore un croissant. Et pour finir, à nouveau, la nouvelle Lune. Donc entre une nouvelle Lune et la suivante, ou entre deux pleines lunes, si vous voulez, eh bien, il s'écoule 4 semaines. 4 semaines, c'est presque un mois. Donc disons que la Lune fait le tour de la Terre en à peu près 4 semaines. Et comme la Lune n'arrête pas de tourner, elle est toujours là. Et il y a des habitants tout autour de la Terre. Donc tous les habitants de la Terre peuvent toujours voir la Lune. Elle est toujours présente. Et si par exemple, en ce moment, en France, vous la voyez pleine, parce que ce soir c'est la pleine Lune, eh bien les Chinois, quand ils sortiront dehors, ils verront aussi la pleine Lune. Ils ne la verront pas en croissant. Si elle est en croissant chez nous, dans quelques jours elle sera en croissant, les Chinois la verront en croissant aussi. Ça ne dépend pas de l'endroit où vous habitez sur la Terre. Ça dépend de l'éclairage de la Lune par le Soleil et sa position autour de la Terre. Et là, quel que soit l'endroit où vous habitez sur la Terre. Voilà, c'est ce qu'on appelle les phases lunaires. Donc les phases de la Lune, c'est pas vraiment quelque chose qui existe. C'est un jeu d'ombre entre le côté jour et le côté nuit, c'est tout. En fonction de la position de la Lune qui tourne en rond autour de la Terre. C'est toujours la même chose. La Lune tourne en rond autour de la Terre. Voilà. Alors pour on va changer les images au fur et à mesure. Si j'arrive à retrouver voilà, c'est ça. Alors, on va parler on va présenter un petit peu la Lune en allant faire en utilisant des petites vidéos.
Alors, on va commencer par un petit survol. Souvent, on extrait ça de ce qu'on peut vous faire au planétarium. Donc, au planétarium, vous allez voir pas mal de choses. C'est pas vraiment des vidéos, ce que vous voyez au planétarium, c'est souvent des simulations. Une simulation, c'est un simulateur. On a une espèce de calculateur qui est capable de nous présenter la Lune aujourd'hui, demain, après-demain, la semaine prochaine, ou comme elle était il y a 6 mois, ou il y a 10 ans, ou il y a 50 ans, ou il y a 1000 ans. C'est facile de savoir à l'avance où la Lune. Ah, il n'a pas voulu, ça n'a pas marché. Alors, excusez-moi, j'ai quelques petits soucis avec mes liens. Et je voulais vous passer une vidéo, mais j'ai l'impression qu'elle ne veut pas se passer. Voilà, on va y arriver quand même. Alors, cette fois-ci, vous apercevez la Lune en position, en phase pleine Lune. C'est pas parce qu'on voit tout le côté jour qu'elle est pleine, elle n'est pas plus pleine la veille que le lendemain, ou que la semaine dernière, ou que la semaine prochaine. On va faire un petit tour de Lune, parce que la Lune, c'est la forme d'une boule. Alors, vous voyez, il y a des zones claires, des zones sombres. Les zones sombres, c'est les zones lisses, presque lisses. Il y a moins de cratères que sur les parties cabossées, qui paraissent plus gris clair. À la limite du jour et de la nuit, on voit bien les cratères. On parlera des cratères tout à l'heure. Là, on est en nouvelle lune, vous voyez, on est devant le côté nuit. Alors, côté nuit, pour éclairer, on ne voit pas grand-chose. D'ailleurs, on aperçoit le soleil au fond là-bas. Vous voyez, à nouveau un croissant, un quart de la lune, un quartier. Là, elle est ovale, gibbeuse. Et on va revenir dans la position initiale, c'est-à-dire notre point de départ tout à l'heure. Et elle va faire ça en 4 semaines, parce que pour la voir comme ça, éclairée de différentes manières, il faut qu'elle occupe différentes places autour de nous, autour de la Terre, en faisant son tour en 1 mois, enfin 4 semaines, quoi. Voilà pour ce mouvement et ces phases de la Lune. Alors si on s'approche, on va faire du Rasmot, on parlera tout à l'heure des astronautes qui sont allés jusque là-bas, mais on a le temps. Eh bien, on voit bien des cratères. Vous voyez ce que sont les cratères? Les cratères, ce sont des trous laissés par des cailloux qui sont tombés dessus. Alors les cailloux, on les appelle les astéroïdes, souvent la plupart. Bon, si c'est un gros caillou, ça fait un gros trou. Si ce sont des petits cailloux, ça fait des petits trous. Alors ça ne veut pas dire que les cailloux tombent que sur la Lune, Ça veut dire qu'ici, il n'y a pas d'air pour effacer les trous. Alors que chez nous, il y a de l'air. Donc, il y a du vent, il y a de la pluie. Chez nous, les trous se font parce que chez nous, il y a des cailloux qui tombent de temps en temps. C'est pas tous les jours. Mais sur la Lune non plus, c'est pas tous les jours. Et à chaque fois que ça fait un trou, le trou va rester sur la Lune. Alors que sur Terre, chez nous, les trous disparaissent. Pas par magie, parce qu'il y a de la pluie, il y a du vent qui vont combler les trous. C'est comme si vous allez au bord de la mer tout à l'heure, plus tard ou la semaine prochaine, vous laissez des traces de pas sur la plage, dans le sable. Vos empreintes de pas dans le sable vont pas rester pendant des années. Vos empreintes de pas vont disparaître. Vous n'espérez pas retrouver vos traces de pas dans 1 semaine ou dans 15 jours ou même dans 1 an. Parce que il y a la pluie, il y a le vent, il y a plein de choses qui se passent. Sur la Lune, si vous marchez sur la Lune, vous laissez des empreintes par terre, des traces par terre. Dans 1 million d'années, les traces sur la Lune seront encore là. Elles vont pas disparaître. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pluie pour faire disparaître ces traces. Voilà. Alors c'est comme ça déjà sur Mercure. Je ne sais pas si ceux qui nous suivent de temps en temps ont suivi le webinaire sur le système solaire. D'ailleurs, Vincent va vous le faire dans 15 jours maintenant. Eh bien, on va reparler du système solaire. On va parler de la planète Mercure. La première qui tourne autour du Soleil, c'est la sœur jumelle de la Lune. Elle est exactement pareille. Elle est à peu près de la même taille. Bon, je ne vais pas chipoter sur les grosseurs. En fait, quand les planètes sont petites, il n'y a pas d'air autour. Alors la Lune, c'est pas vraiment une planète, mais on peut presque dire que la Lune, c'est une planète, si vous voulez. Mais comme la Lune fait le tour de la Terre, elle ne fait pas le tour du Soleil, elle fait le tour de la Terre, on n'appelle pas ça une planète. Au lieu d'appeler ça une planète, on devrait peut-être, eh bien on appelle ça un satellite naturel. Naturel parce qu'on l'a pas fabriqué, bien sûr. Et puis satellite, ça veut dire tourner autour de quelque chose. Mais comme la Terre fait le tour du Soleil, la Terre est un satellite naturel du Soleil. Les satellites naturels du Soleil, ça s'appelle les planètes. Ce sont des planètes. Bon, on chipote un peu, on joue sur les mots. Disons que la Lune, c'est comme une petite planète, si vous voulez. D'ailleurs, Mercure, donc, ressemble à la Lune parce qu'elle est petite, donc il n'y a pas d'air dessus. Et à chaque fois qu'un caillou tombe, ça fait un cratère, ça fait un trou. Et les trous ne vont pas disparaître comme ça. C'est pour ça que vous retrouvez un peu la même chose sur différents corps dans le système solaire. Il y a la Lune, et Mercure qui ressemble à la Lune. Il y a aussi d'autres corps, d'autres objets qui ressemblent à la Lune. Alors pour les observateurs, ceux qui aiment bien regarder la Lune, alors on peut voir des choses un peu différentes, ça dépend des moments. Alors les phases, l'éclairage, je vous l'ai fait. On va faire une autre petite simulation. Ça va un petit peu moins vite avec les vidéos, mais on va y arriver quand même. Voilà. Alors c'est pour expliquer les phases lunaires. On revient toujours devant la Terre.
Alors là, on est devant le côté jour, on peut appeler ça la pleine Terre, comme on dit la pleine Lune. La Terre n'est pas plus pleine aujourd'hui que demain. Il y a un côté jour, un côté nuit, c'est tout. Sur la Lune aussi. Hein. On va s'éloigner de la Lune pour essayer de voir de la Terre, pardon, pour essayer de repérer la Lune par rapport à la Terre. Vous voyez d'ailleurs quand on pivote, on tourne, on voit bien que le Soleil éclaire qu'une partie de la Terre, que la moitié. Strictement la moitié. D'ailleurs, on voit le Soleil au loin qui apparaît en haut à gauche, en haut à droite, pardon, de l'écran, de votre écran. Et on va essayer de positionner la Lune autour de la Terre. On va dessiner son chemin, ce qu'on appelle l'orbite de la Lune. Hein. L'orbite, c'est la trajectoire d'un objet autour d'un autre. Hein. Par exemple, un satellite pour le téléphone, ça suit une trajectoire. Vous avez Thomas Pesquet qui est dans l'ISS. L'ISS, c'est un gros satellite artificiel, la station spatiale autour de la Terre. On peut dessiner sa trajectoire autour de la Terre. Bon, on peut dessiner la trajectoire de la Terre autour du Soleil. C'est ce que vous voyez apparaître ici. Donc la Terre fait le tour du Soleil en 1 an. Vous avez bien vu ça sur le système solaire. Hein. La Terre fait le tour du Soleil en 1 an. D'ailleurs, plus on habite près du Soleil, plus ça va vite. Hein. Et on dessine maintenant le chemin de la Lune autour de la Terre. Vous voyez le rond jaune, le cercle jaune dessine le chemin de la Lune autour de la Terre. Elle fait ça en 4 semaines. La Terre, elle fait le tour du Soleil en 1 an. Par contre, la Lune fait le tour de la Terre en 1 mois, à peu près. 4 semaines. Hein. Donc, on va prendre la Lune dans cette position-là. Elle est du côté où est le Soleil, vous voyez. Alors, regardez bien le côté jour et le côté nuit. Hein. Dans cette position, sur Terre, nous, on est des habitants de la Terre, on voit quoi? Bah, rien du tout. Hein, c'est la nouvelle Lune. Dans le carré, dans le rectangle, un petit peu au-dessus, on vous dessine ce qu'on peut voir. Là, vous commencez à voir un croissant, parce que la Lune n'est plus tout à fait devant le Soleil, un peu à côté. Voilà. Et au fur et à mesure que la Lune tourne, eh bien, dans le rectangle que vous voyez au-dessus, vous voyez apparaître ici un quart de Lune. C'est le premier quartier. Vous voyez, ça dépend uniquement de l'endroit où se trouve la Lune par rapport au Soleil. Et par rapport à la Terre, mais bon, on fait toujours la même chose par rapport à la Terre. Hein. Voilà, là, on a une gibbeuse. On va pas tarder à passer à la position suivante. Vous voyez la position pleine Lune? C'est quand la Lune est strictement à l'opposé de la direction du Soleil. Donc là, c'est que la nuit qu'on va voir. Voilà, les gibbeuses, donc on la verra aussi un peu le matin. Au dernier quartier, qui sera l'étape suivante, voilà, un quart de Lune. Donc là, on la voit se lever à minuit et se coucher à midi. Ça veut dire qu'elle est là toute la matinée. Toute la matinée, on la verra. En croissant, bah, c'est presque que la journée. En fait, vous voyez des croissants de lune strictement que la journée, ou en début de soirée, ou en fin de nuit seulement. Et hop, on a fait un tour. Voilà, on se retrouve à nouveau à ce qu'on appelle la nouvelle lune. Bon, rien de neuf, hein, c'est la même lune, évidemment, on n'a rien changé. Et voilà, ça c'est ce qu'on appelle les phases lunaires. J'insiste bien parce que, bon, des fois c'est pas forcément facile à comprendre, mais quand on n'est pas sur la Terre, on se met un peu plus loin, et bien c'est plus facile d'essayer d'imaginer comment chaque objet bouge par rapport à l'autre et pourquoi il semble éclairé pas pareil d'un soir à l'autre. Ben, si vous voyez, l'éclairage change pas, hein, le soleil peut pas s'éteindre, hein, c'est comme une lampe qui est toujours allumée, il fait pas d'économie, hein, le soleil. Et bien il éclaire toujours la moitié de la Terre et en même temps il éclaire toujours forcément la moitié de la Lune. Mais il éclaire aussi la moitié de toutes les autres planètes, hein, bien sûr. Le soleil s'arrête jamais d'éclairer. Voilà, eh bien, on va essayer maintenant, pour les observateurs cette fois-ci, ça va certainement intéresser ceux qui regardent la Lune. Alors en ce moment, vous la verrez pleine, vous la verrez donc pas, comme je vous l'ai montré, avec cette petite séquence. Où là, du coup, c'est carrément une vidéo qui était tournée sur ce qu'on peut voir de la Lune quand elle est en croissant. La partie la plus brillante que vous allez voir apparaître en haut à gauche, c'est la partie la plus brillante, c'est ce que vous voyez de la Lune, un croissant. Mais on aperçoit l'autre partie, vous voyez, l'autre partie qui n'est pas éclairée, ben, on la voit quand même un peu. On appelle ça la lumière cendrée. Alors pour voir la lumière cendrée, c'est un fin croissant de Lune. Et en fait, la partie qui n'est pas éclairée, normalement, elle l'est quand même un peu. Elle l'est par la Terre. En fait, c'est le clair de Terre sur la Lune. Le clair de Terre sur la Lune. La Terre est éclairée par le Soleil et la partie éclairée de la Terre réfléchit sa lumière en direction de la Lune. Du coup, le côté nuit de la Lune se retrouve un petit peu éclairé. On appelle ça la lumière cendrée. Alors évidemment, pour voir cette lumière cendrée, eh bien, il faut attendre plutôt quand la Lune est en croissant. Hein. Évidemment, quand elle est pleine, on risque pas de voir la lumière cendrée. Mais c'est très, très, très joli à observer. C'est un bon moment pour observer la Lune. C'est vraiment magnifique. D'ailleurs, je me demande s'il y avait pas la séquence n'était pas doublée, on la revoyait pas. Non, elle n'est pas doublée. Ah non, j'ai dû me tromper de vidéo, c'est pas grave. Il y avait une partie. Alors maintenant, on va parler de la formation de la Lune.
Alors, la formation de la Lune, c'est pas rien. J'ai une petite image à vous montrer. Voilà, il va falloir que je reprenne à jongler avec des images qui va vous faire peur, certainement. Accrochez-vous. Alors, ce qu'on voit ici, c'est une collision entre deux choses. L'objet le plus grand, qui est une couleur gris, eh bien, c'est la Terre avant qu'elle soit comme aujourd'hui. Elle était en cours de fabrication, on va dire une proto-Terre, Et le gros machin rouge là qui vient de taper dedans, eh bien, c'était un truc aussi gros que la planète Mars, c'est-à-dire 2 fois plus petit que la Terre, un gros objet. Alors, il faut dire que ces protoplanètes là, comme celle qui est orange là sur la gauche, eh bien, des objets comme ça, de la taille de Mars, il y en avait plein. Il y en avait plein au moment de la formation du système solaire. Quand le Soleil s'est formé, les planètes avec, eh bien, les planètes se forment à partir d'agglutinements de cailloux, de rochers, d'astéroïdes, de météorites, si vous voulez, et ça finit par faire des objets assez gros. Alors, ces gros objets rentrent en collision quand il y en a plein. Alors évidemment, aujourd'hui, il y a peu de collisions. Il n'y a pas de collision comme ça aujourd'hui. Le ménage a été fait. S'il y avait collision, si possible, si c'était possible d'avoir des collisions, les collisions ont déjà eu le temps de se produire. Ça tourne. On voit le système solaire se tourner en rond comme ça depuis 4 milliards et demi d'années. Donc aujourd'hui, il y a très peu de collisions. Mais à l'époque, il y en avait. Donc on suppose. Alors en fait, pour imaginer l'origine de la Lune, eh bien, on avait plusieurs théories possibles. On avait imaginé différents scénarios pour essayer d'expliquer comment cette Lune pouvait exister autour de la Terre. Et dans les différentes hypothèses, il y avait l'hypothèse d'une collision comme celle-là. Mais c'était l'hypothèse la moins sûre. On préférait les autres hypothèses parce que les autres hypothèses, c'est 2 corps, la Terre, ce qu'allait devenir la Terre et ce qui allait devenir la Lune, se sont formés côte à côte. Mais si on a ce type de fabrication dans le système solaire, eh bien les 2 corps se formant à la même distance du Soleil, ils ont forcément la même composition. Or, depuis que les astronautes ont ramené des cailloux de la Lune, on sait que les cailloux de la Lune ne sont pas tout à fait pareils que ceux de la Terre. Alors, ça aurait pu être aussi un morceau de terre qui se soit arraché de la Terre pour former la Lune. En imaginant que la Terre, quand elle était molle et encore chaude, et tournait à toute vitesse, un morceau se détache, formant la Lune. Mais dans ce cas-là, les roches lunaires auraient été vraiment identiques à celles de la Terre. Or, depuis que les astronautes ont ramené des cailloux de la Lune, on sait que c'est pas le cas. Il y a des petites différences quand même. Donc, bref, les hypothèses les plus simples et les plus logiques tombaient à l'eau parce que les astronautes, quand ils sont revenus de la Lune, ont ramené des cailloux. Et on n'a vraiment pu les comparer avec les cailloux qu'on a sur la Terre. Et là, on s'est aperçu que, eh bien, pour expliquer la formation de la Lune, il nous restait que cette hypothèse-là. C'était la plus logique. Du coup, on a été obligé de mettre les autres hypothèses à la poubelle pour garder celle-là. Donc maintenant, on garde, disons, cette hypothèse-là qui est la plus sûre. On n'en a pas de meilleure. Alors bien que celle-là soit sujette, il y a plusieurs variantes dans les collisions. Donc on imagine que la Terre, c'est pas tout à fait encore la Terre, est heurtée par un objet qu'on a appelé Theia, je crois. On lui a donné un petit nom. Alors évidemment, cet objet n'existe pas. Et ensuite, l'étape d'après, évidemment, vous imaginez le micmac. Alors je dois avoir une petite séquence. Voilà, il y a d'abord la collision. Évidemment, les objets s'éparpillent, une partie se mélange. La Terre, au bout d'un moment, il y a un anneau de débris qui se forme autour de la Terre. C'est la partie des débris qui sont partis un petit peu dans l'espace autour de la Terre. Et puis petit à petit, il y a une grande partie des morceaux, des débris qui retombent sur la Terre, puis une partie qui s'enroule pour former la Lune autour de la Terre. Et dans la dernière case, eh bien, vous voyez l'état de la Lune et la Terre. Vous voyez la taille de la Lune par rapport à la Terre. La Lune, c'est quand même bien plus petit que la Terre. Et puis petit à petit, avec le temps, eh bien, en fait, la Lune s'éloigne de la Terre, tout doucement. Alors à l'époque où ça s'est fabriqué, la Lune était beaucoup plus proche de la Terre. Mais c'était il y a 4 milliards et demi d'années. Alors la Lune continue de s'éloigner de nous, tout doucement aujourd'hui, mais c'est quelques centimètres par an. Donc bon, dans 50 ans, dans 1000 ans, la Lune sera presque à la même distance qu'elle est aujourd'hui. Ça va rien faire du tout. Sur des milliards d'années, oui, ça fait pas mal, mais sur des siècles, sur des millénaires, ça change rien du tout. Voilà. Donc, on peut considérer qu'elle bouge pas, elle tourne en rond autour de la Terre aujourd'hui. Voilà ce qui nous reste de la formation de la Lune. Et tout ça, on a été obligé d'imaginer cette hypothèse-là uniquement avec l'étude des roches que les astronautes ont ramenées de la Lune. Vous voyez, ramener des échantillons, des cailloux d'un objet, comme les astronautes sont allés sur la Lune, ils ont pu rapporter des cailloux, eh bien, ça nous a
permis d'apprendre bien plus de choses que d'essayer de l'imaginer, parce qu'on savait à peu près de quoi était faite la Lune, mais sans avoir des cailloux, eh bien, on devine des choses et des fois on se trompe, on peut faire des erreurs. Si on ramène des roches, on est beaucoup plus sûr parce qu'on fait des études plus poussées, plus précises. Ça nous permet de mieux comprendre ce qui s'est passé comme événements. Il s'est passé plein de choses. Alors, je vois que je me suis mélangé les pinceaux dans mes petites vidéos, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Alors, maintenant, je vais vous montrer un truc. Attendez, je vais essayer de retrouver la goutte d'eau. Voilà. Au moment de l'impact. Alors, évidemment, l'impact que vous voyez devant vous, là, est un impact de type géant. Des impacts comme ça, il n'y en a plus aujourd'hui. C'est fini dans le système solaire, il n'y en a plus. Il n'y en avait qu'au début de la formation des planètes autour du Soleil. Alors aujourd'hui, il y a des collisions, mais c'est des petits corps qui tombent sur un plus gros. Donc, par exemple, un caillou qui tombe sur la Terre, ça dépend de la taille du caillou, bien sûr, mais ça va pas faire. Ça tombe dans votre jardin, ça fera un trou plus ou moins gros, ça va dépendre de la taille du caillou. Alors, on va essayer de montrer un petit peu comment ça se passe quand un caillou tombe sur Terre, par exemple. Et pour ça, voilà, je vais partager une petite séquence qui va vous rappeler quelques souvenirs. Si vous regardez la publicité, de temps en temps, c'est la chute d'une goutte d'eau ralentie dans de l'eau. Vous voyez ce qui s'est passé quand la goutte tombe dans un liquide, eh bien, ça fait un creux. Alors évidemment, c'est pris au ralenti pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. Et vous voyez, ça fait des ondes qui se propagent du milieu où ça s'est produit vers l'extérieur. Et puis il y a un rebond qui a provoqué un pic au milieu. Alors ça, c'est évidemment, on a ça dans la pub pour le lait ou pour le café, des gouttes d'eau qui tombent au ralenti pour montrer un petit peu ce qui se passe, les phénomènes qui se passent à ce moment-là. Eh bien, ça nous permet de comprendre ce qui se passe au moment où un caillou tombe sur la Lune, formant un cratère, ou tombe sur la Terre, pour former un cratère aussi, ça arrive de temps en temps. Alors évidemment, plus le caillou est gros, plus l'impact est violent, mais quand il y a un impact violent, ça fait vraiment quelque chose de violent. En fait, ça va faire, le cratère va se dessiner de cette façon. Alors, je ne sais plus si j'ai ramené une... oui, voilà, bon, on va essayer de vous montrer. Voilà, sur cette deux photos. Alors, c'est toujours la Lune dans les deux cas. À gauche, vous avez le côté qui est tourné vers la Terre, qui a beaucoup plus de zones noires que de zones grises. Et puis l'autre, c'est ce qu'on appelle la face cachée. Alors, on expliquera tout à l'heure la face cachée, mais là, c'est pour vous montrer tous les cratères. Là, il y a plus de cratères sur un d'un côté que d'autre, mais enfin, il y en a un peu partout. Et vous voyez, les cratères sont des creux. En fait, le cratère garde la forme au moment du choc, quand l'astéroïde tombe. Eh bien, évidemment, c'est un rocher qui tombe sur une surface rocheuse dure. Mais le choc est tellement violent qu'au moment de l'impact, au moment où ça tape, eh bien, la chaleur est tellement importante, la chaleur dégagée par l'impact, par la collision, est tellement importante que ça fait fondre la roche. Elle se fond comme exactement ce qui sort des volcans. Vous voyez la lave qui sort des volcans. La lave, vous voyez, c'est liquide, ça coule. Eh bien, c'est parce que la roche est fondue à 800 degrés, à 1000 degrés, la roche fond. Donc, au moment de l'impact, eh bien, la roche fond, se transforme en lave, en quelque sorte. Ça fait comme un liquide. Du coup, ça fait un espèce de truc qui tombe dans un liquide. Et rappelez-vous de la goutte d'eau qu'on vient de voir, le petit film, eh bien, ça forme exactement la même chose. Ça va former un creux, parce que c'est quasiment liquide, parce que ça a fondu à cause de la chaleur. Alors, l'astéroïde lui-même, lui aussi, il a fondu, il est mélangé avec la roche qui a à l'endroit où il s'est écrasé, ça forme un espèce de creux. Des fois, ça fait un rebond pour former un pic au milieu du cratère, et on a souvent des petites montagnes au milieu des cratères. Alors évidemment, plus le cratère est grand, plus l'impact est violent, plus ça a des effets. Et puis, ça se refroidit instantanément, en quelques secondes, en quelques minutes, ça se refroidit, et le cratère va se figer. Alors le creux qui s'est formé, alors dans un liquide, vous avez vu la goutte d'eau qui tombait dans le liquide, hop, le creux se forme, et puis évidemment, comme l'eau est liquide, elle bouge, et puis ça reforme une surface lisse. Eh bien, pas là. Dans le cas d'un caillou qui tombe, ça se liquéfie à cause de la chaleur, puis ça se refroidit, donc le creux va rester, le cratère va rester. Et puis après, s'il n'y a pas de vent, pas de pluie pour effacer le trou, eh bien, il va rester. C'est ce qui se passe sur la Lune. Alors, chez nous, il se passe la même chose, mais chez nous, avec la pluie, le vent, les tempêtes, le sable, les poussières, ça va boucher les trous. Du coup, chez nous, c'est pas facile de voir les trous qui se bouchent avec le temps. Si en plus chez nous, on va cultiver la terre, on va charruer la terre, on va retourner la terre pour faire des cultures et tout ça, eh ben les cratères on les verra plus. C'est plus facile finalement de voir chez nous, sur Terre, des cratères comme sur la Lune,
dans les déserts, dans des endroits où on touche pas beaucoup à la surface. Elle est vieille, ancienne, elle a pas beaucoup bougé. En sachant que chez nous, c'est compliqué parce que le plancher des vaches qu'on a sous les pieds, il n'est pas d'origine. Hein, il se transforme au cours du temps. Vous verrez ça à l'école. Eh bien, sur la Lune, ça n'a pas changé. Hein, c'est le même plancher d'origine. Par contre, au fur et à mesure que le temps passe, il y a de plus en plus de trous. Bon, il n'en tombe pas tous les jours, je vous rappelle. Hein. C'est quand même tous ces cratères. Alors, je bavarde depuis une demi-heure. Est-ce qu'on va se tourner vers Vincent? Il a peut-être des choses à nous proposer. Alors, il y a beaucoup de questions pour lesquelles il n'est pas facile de répondre. Alors, j'ai essayé de répondre quand même, mais très, très difficile pour des jeunes enfants d'arriver à comprendre ça quand on me demande dans quel sens tourne la Lune ou comment tourne la Lune. Comment tourne la Lune, sachant que la réponse, elle tourne autour de la Terre, ça ne suffit pas. Il faut savoir comment elle tourne. Alors, c'est pas facile à 4 ans de répondre à cette question. Donc, désolé pour une réponse qui est sans doute imparfaite, imprécise, mais j'aurais du mal à y répondre autrement. On a des questions sur la formation de la Terre, sur la formation de la Terre. Bon, j'ai expliqué un petit peu, mais c'est pas trop le sujet. Formation de la Lune, etc. On nous parle de la couleur de la Lune aussi, de la couleur de la pleine Lune, puisque hier, ça ne m'a pas échappé, c'était une lune rose. Alors, j'ai préparé un petit quelque chose pour, si tu permets, Daniel, je vais partager mon écran à nouveau parce que j'ai trouvé une magnifique photo, qui est une photo qui a été prise en fait. C'est un montage de photos et en fait il n'y a pas de trucage, c'est juste que selon le moment où la photo a été prise, eh bien alors c'est plusieurs photos différentes, on est bien d'accord, mais au moment où la photo est prise, eh ben l'atmosphère est plus ou moins transparente, plus ou moins vous savez, des fois le ciel il est rose, des fois il est bleu, des fois il est moitié jaune. Ça dépend de plein de choses, et donc ça tire vers une couleur ou vers une autre, mais c'est lié à l'atmosphère finalement, voilà. Et donc ça peut arriver n'importe quand, il n'y a pas de voilà. Donc les couleurs des lunes dont on entend parler là, c'est plutôt de la fantaisie, de la poésie éventuellement si on veut, mais en tout cas rien de scientifique. Voilà. Et puis j'ai une question. Alors peut-être tu sauras répondre, Daniel. Moi j'ai pas la réponse, mais il a été question récemment par des scientifiques que des débris de Theia existeraient sur Terre. Est-ce que tu sais si ce qu'il en est? Est-ce que tu as suivi un petit peu ça? Non, ça me dit rien, mais comme on envisage un impact, en fait, il y a plusieurs. On a dit tout à l'heure qu'il y avait plusieurs hypothèses sur l'impact. Au départ, on était parti sur un impact géant, et puis ensuite, vous avez vu une partie des débris qui sont retombés sur la Terre, une autre partie des débris s'enroulent pour former la Lune. Alors ça, c'est une variante, mais il y a d'autres possibilités. Il y a un peu la même chose, mais avec plusieurs collisions. C'est-à-dire une première collision, puis une deuxième, puis une troisième, voilà. Donc, même dans cette hypothèse-là, que l'impact se soit vraiment produit, eh bien, il y a plusieurs variantes possibles et justement, en fonction des découvertes, eh bien, on va sans doute choisir un variant peut-être à une seule collision, peut-être que pour mieux expliquer les choses, il faudrait 2 collisions consécutives ou voire 3 collisions, voilà. Donc, par contre, je vois difficilement, vu qu'on parle d'un impact géant, d'un impacteur et de la taille de Mars, ça veut dire la moitié de la taille de la Terre, il reste peu de choses de l'objet initial, pratiquement rien. L'objet initial a été broyé. Et ensuite, cet objet initial, si les parties de débris, admettons qu'ils se sont différenciés, une partie des débris de Theia retombe sur la Terre, une partie formant la Lune, tout ce qui est tombé sur la Terre a été mélangé dans le sol, puisque je vous rappelais tout à l'heure, on a dit que le plancher des vaches n'est pas d'origine, donc ça se transforme au cours du temps. Donc il aurait fallu que ces morceaux de Theia soient des endroits où une partie du plancher des vaches qui n'a pas est plongée dans le sol à l'intérieur de la Terre. Il n'y avait pas de vaches à l'époque. Il n'y avait pas de vaches en plus. Donc ça fait beaucoup de choses tirées par les cheveux, mais bon, après tout, pourquoi pas. Mais il faudrait déjà, vous vous rappelez, on a toujours connu la Lune qui est face à nous, la Terre, qui est sur laquelle on est, et tant que les astronautes n'avaient pas ramené des cailloux de la Lune pour faire des comparaisons précises entre les cailloux de la Terre et les cailloux de la Lune, eh bien, on avait plusieurs possibilités. Là, c'est un peu pareil. Comment on va trouver des échantillons de Theia d'origine pour pouvoir les comparer avec les supposés morceaux de Theia sur Terre? Il faudrait avoir une référence, c'est-à-dire un morceau de Theia
avant qu'elle soit rentrée en collision avec la Terre. Mais ça va pas être possible puisque ça s'est déjà produit. Ouais. Je répondrai que si vous allez dans l'océan Pacifique et que vous espérez trouver l'eau que vous avez fait couler de votre robinet, va falloir démontrer et qu'effectivement c'est bien celle-ci. Et c'est cette démonstration qui est difficile. Alors, il y a peut-être des scientifiques qui sont capables de le faire. Je suis pas suffisamment calé moi en la matière pour dire ce qu'ils sont capables de quoi sont capables leur voilà, ce qu'ils sont capables de faire. Mais bon, il y a aussi beaucoup de scientifiques qui cherchent à faire le buzz, ce qui est pas forcément très professionnel, mais ça existe forcément. Donc voilà. Bon, mis à part ça, on a fait le tour un petit peu des questions, Daniel. Je te laisse continuer et puis il n'y a pas de problème. Voilà. D'accord. Ah oui, alors Theia, c'est quoi dernièrement, Theia, c'est le nom qu'on a donné à l'espèce de grosse planète qui est venue taper dans la Terre à l'époque où la Terre était en cours de fabrication. On lui a donné un nom, hein, voilà, l'objet n'existe plus aujourd'hui, mais on lui a donné un nom parce que c'est plus pratique pour en parler. Hein. On l'a appelé Theia. On connaît pas cet objet, hein, on sait même pas. On suppose qu'il était à peu près de la taille de Mars, mais on n'est pas très sûr. Bon, voilà. Donc, ça reste qu'une hypothèse, mais c'est la plus valide pour l'instant. On n'a pas de meilleure explication pour la formation de la Lune. Donc, tant qu'on n'a pas de meilleure explication, on garde celle qu'on a. Parce que tant qu'elle tient la route, tant qu'elle correspond aux observations qu'on fait, on la garde. Donc, l'hypothèse de la collision, et voilà. Maintenant, on va parler de la phase cachée. Alors, vous avez bien compris les phases lunaires. Vous vous rappelez, côté jour, côté nuit de la Lune. Il y a la moitié de la Lune qui est éclairée par le Soleil, pas l'autre moitié. Puis, selon l'endroit où elle est autour de la Terre, on voit plus ou moins le côté jour. Ce qu'on va appeler les phases lunaires, croissant, quartier, pleine lune, etc. Ce qui n'existe pas, hein, c'est juste la façon de voir le côté jour un peu ou beaucoup moins. Maintenant, il se trouve que la Lune a une phase cachée. Ça n'a rien à voir le côté jour avec le côté nuit. On ne parle pas du côté jour ou du côté nuit, hein, rien à voir. On parle d'une phase cachée. Alors en fait, on devrait plutôt dire une phase qui n'est pas visible depuis la Terre. En fait, la Lune fait le tour de la Terre en 4 semaines. Et il se trouve que la Lune fait aussi un tour sur elle-même. Vous vous rappelez la Terre? La Terre fait le tour du Soleil en 1 an et tourne en 24 heures sur elle-même. En 24 heures, elle fait un mouvement de toupie. C'est dommage, je n'ai pas amené un globe terrestre. Eh bien, la Lune, c'est pareil. Elle tourne autour de la Terre en 4 semaines et elle fait un tour sur elle-même en 4 semaines aussi. Son tour sur elle-même, c'est la même durée qu'un tour de Terre. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Eh bien, assez curieusement, c'est quand vous habitez sur l'objet qui se trouve au milieu, c'est-à-dire sur la Terre, vous regardez la Lune passer, tourner autour de vous, eh bien, comme elle tourne autour de vous en 4 semaines et en même temps, elle tourne sur elle-même en 4 semaines, le résultat, c'est que c'est toujours le même côté qui est face à la Terre, du côté où on habite nous, les terriens. Que vous soyez chinois, français, ça ne change rien. Depuis la Terre, on voit toujours le même côté. On peut dire qu'il y a une face invisible depuis la Terre, où c'est toujours le même côté qui est face à la Terre. Alors, évidemment, quand la Lune est en croissant, quartier, vous voyez qu'une portion de la Lune, mais ça change rien au fait que c'est toujours le même côté. Alors, quand c'est la nouvelle Lune, où c'est que le côté nuit qui est devant nous et on voit rien du tout, c'est toujours la même face que quand vous la voyez complètement éclairée, qu'on appelle ça la pleine Lune. C'est toujours le même côté, qu'il soit éclairé ou pas éclairé. Donc, il y a un côté qu'on ne peut pas voir depuis la Terre. Eh bien, voilà une photo de la face cachée. Alors, vous allez me dire, comment on a fait pour photographier la face cachée? C'est facile, il suffit d'aller de l'autre côté. Alors moi, je peux pas le faire parce que je suis pas astronaute, hein, je suis simplement déguisé en astronaute, je fais semblant. Thomas Pesquet, c'est un astronaute. Il y a eu quelques astronautes qui sont allés jusqu'à la Lune et qui ont fait le tour. Alors quand vous allez vers un objet, vous êtes obligé de faire le tour d'abord. Donc comme ils ont fait le tour de la Lune, ils ont vu tous les côtés, y compris le côté qui est jamais du côté de la Terre, le côté opposé à la Terre. D'ailleurs, quand ils étaient face au côté à l'opposé de la Terre, ils pouvaient même pas communiquer avec nous, ils n'auraient pas pu nous téléphoner pendant ce temps-là parce qu'ils étaient de l'autre côté de la Lune. Donc on a fait plein de tours de la Lune, donc on sait comment c'est la face cachée de la Lune, mais on la voit pas depuis la Terre. Alors pour expliquer, pour comprendre exactement pour quelle raison, eh bien on va prendre l'exemple d'une valse pour ceux qui font de la danse et vous allez voir pourquoi. On va s'amuser avec un petit tour de danse. Alors, vous allez voir un couple de danseurs. Alors regardez bien, vous avez 2 personnes qui dansent, elles tournent. En dansant, elles tournent. Et vous voyez qu'elles tournent sur un plancher et derrière eux, il y a un mur avec des cailloux, des rochers. D'accord. Alors regardez bien les 2 personnages qui sont en train de danser. Eh bien, ils se regardent tous les 2. Ils sont face à face. Ça veut dire que si on prend comme référence
la femme ou l'homme, peu importe, l'un des deux, de toute façon, eh bien, ils ont toujours le même côté face à eux. C'est toujours le même côté qui est face l'un par rapport à l'autre. Par contre, si vous prenez n'importe lequel des deux et vous regardez ce qu'ils font par rapport au mur, eh bien, ça change tout le temps. Par exemple, vous voyez ici, la femme est face au mur, là, elle est sur le côté, là, elle tourne le dos au mur, hop, elle revient sur le côté, hop, elle est face au mur, et ainsi de suite. Et vous pouvez prendre l'homme, ça sera pareil. Donc, par rapport au mur, eh bien, les deux personnages tournent sur eux-mêmes, mais l'un par rapport à l'autre, ils ne tournent pas sur eux-mêmes. L'un par rapport à l'autre, ils sont face à face. Eh bien, c'est ce même petit jeu auquel on a affaire avec la Terre, le couple Terre-Lune. Le couple Terre-Lune, c'est un peu pareil, c'est comme deux personnages qui dansent, l'un avec l'autre, eh bien, en dansant, ils se font face à face. La Terre et la Lune sont toujours face à face. Alors, c'est un peu plus compliqué avec la Terre et la Lune, parce que la Terre a le temps de tourner assez vite, hein, fait un tour en 24 heures. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on voit la Lune se lever, se coucher. C'est parce que nous, on tourne en 24 heures, mais ça, c'est pour les plus grands, pas pour les plus petits. C'est plutôt rock'n'roll que valse, hein, pour la Terre. Oui, c'est ça. Ça se coupe plus, ça tourne plus vite. Mais voilà, vous voyez, ça dépend la référence. Vous voyez, dans la petite vidéo que vous avez vue ici, si on prend comme référence le mur, par rapport au mur, tous les deux tournent sur eux-mêmes. Tous les deux tournent comme une toupie. Qu'ils soient ensemble ou séparément, ils tournent tous les deux sur eux-mêmes. Par contre, si vous prenez l'un des deux personnages comme référence, c'est-à-dire comme point de départ, celui qui observe, hein, si vous vous mettez à la place de la femme, par exemple, ben, vous voyez que le mur tourne autour de semble tourner, vous tournez par rapport au mur, par contre, vous faites face toujours à la même personne. Vous pouvez inverser les deux personnages, ça sera pareil. Donc c'est ce petit jeu auquel on assiste et qui explique pourquoi depuis la Terre il y a un côté qu'on peut pas voir. Voilà. Alors ça n'a pas toujours été le cas, mais aujourd'hui c'est calé comme ça et ça va rester calé puisque vu la taille de la Lune et la taille de la Terre, elles vont rester calées sur ces deux mouvements-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Lune s'éloigne quelques petits centimètres par an chaque année. Mais bon, voilà, ça ne veut pas dire qu'on va lui dire bye bye dans 1 million d'années. Hein. Dans 1 million d'années, elle sera un tout petit peu plus loin, voilà, c'est tout. Mais qui sera là dans 1 million d'années pour lui dire bonjour? Ça va être un autre problème. Voilà pour cette histoire de côté. Alors vous voyez, rien à voir avec le côté jour et le côté nuit. Là, on a parlé de côté qui est toujours face à la Terre et le côté qui est toujours de l'autre côté par rapport à la Terre, hein, bien sûr. Mais quand vous êtes astronaute et vous faites le voyage vers la Lune, alors on l'a pas fait souvent, bien sûr, mais on va en parler justement de ces voyages vers la Lune, eh bien, pas de problème, vous connaissez forcément la face cachée de la Lune. Notez bien que Thomas Pesquet, qui est parti la semaine dernière, oui, c'est ça, c'était vendredi, je sais plus, jeudi, non, vendredi, je sais plus. Ça part tellement vite. Vendredi. Ouais. Vendredi, c'est ça. Eh bien, Thomas est parti avec d'autres astronautes dans la station spatiale internationale. Elle tourne autour de la Terre, cette station. Donc, dans cette station, vous faites le tour de la Terre. C'est comme si vous étiez des terriens, que vous soyez un petit peu à 400. En fait, Thomas Pesquet, il est à 400 km au-dessus de nos têtes. Hein. Donc, quand il regarde la Lune, il voit la même chose que nous. Donc, il la voit pleine quand elle est pleine pour nous. Il la verra en croissant dans une dizaine de jours, comme nous, depuis la Terre. Par contre, comme astronaute, Thomas Pesquet, dans la station spatiale, ne peut pas voir la face cachée de la Lune, puisqu'il est collé à la Terre. La Lune est beaucoup plus loin. Rappelez-vous, Thomas Pesquet, la station spatiale internationale est à 400 km. 400 km. La Lune est à 400 000 km. Elle est beaucoup plus loin. Donc, que vous soyez sur la Terre ou dans la station, ça change pas beaucoup la distance qui vous sépare de la Lune. La Lune est quand même à 400 000 km. Hein. Si vous avez 400 km de moins à faire, c'est pas beaucoup. Vous êtes tordu sur la Lune. Ça va demander un petit peu de temps. Alors, bon, j'avais quelques petits schémas, quelques images pour vous montrer pour les plus grands, hein, pour les plus grands seulement. Vous voyez sur cette image-là, vous avez la Terre qui fait le tour de la Lune qui fait le tour de la Terre, pardon, dans la position 1, la position 2, la position 3, la position 4. Eh bien, ici, on a essayé de dessiner ici en bas à droite les mêmes images que la Lune en position 1, 2, 3, 4. Voilà. Là, c'est pour expliquer que là, ça montre que la Lune fait le tour de la Terre. Quand on montre la Lune fait le tour de la Terre, on fait comme si la Terre bougeait pas. Donc la Lune fait le tour de la Terre en 4 semaines, voilà. Mais dans la position 1, la flèche est tournée vers la Terre par là, côté vers la gauche. Dans la position 2, vous voyez que la flèche est tournée vers le bas. Dans la position 3, elle est tournée vers la droite. Et dans la position 4, elle est tournée vers le haut. En fait, ça montre que la Lune tourne bien. La Lune tourne sur elle-même comme une toupie.
Mais pendant ce temps-là, elle fait aussi le tour de la Terre. C'est un petit jeu, il faut essayer de superposer les deux mouvements pour essayer de comprendre qu'elle tourne sur elle-même quand même, mais c'est toujours le même côté qui est face à la Terre. Oui. Puisque tu parles en fait de la vitesse à laquelle tourne la Terre autour de la Terre, pardon, à la vitesse à laquelle tourne la Lune autour de la Terre, pardon, que tu disais qu'il se passe une semaine entre chaque chose. Je précise que j'ai mis tout à l'heure un sondage en ligne pour demander en combien de temps la Lune faisait le tour de la Terre. Est-ce que tu peux nous donner la réponse? On avait proposé 27 jours, 28 jours, 29 jours ou 30 ou 31 jours selon les mois. Et les réponses sont assez mitigées finalement. On a un peu de toutes les réponses. Alors, est-ce que tu peux nous donner cette précision? Alors, ça dépend par rapport à quoi? On peut dire 28 jours, la Lune fait le tour de la Terre en 28 jours. En fait, c'est comme la Terre autour du Soleil. Pourquoi il y a un décalage entre 24 heures et puis 23 heures 56 minutes et quelques secondes? Pourquoi on a 4 minutes d'écart? Ça dépend de ce qu'on prend comme référence. Si on prend un point de repère, ce que fait la Terre par rapport aux étoiles, fait le tour du Soleil, mais qu'est-ce que fait la Terre en un tour sur elle-même par rapport aux étoiles ou par rapport à la position du Soleil? Parce que le temps qu'on fasse un tour sur nous-mêmes, on a tourné un petit peu autour du Soleil, donc il y a un petit décalage de 4 minutes, 4 minutes, 4 minutes, 4 minutes par jour. C'est un peu pareil avec la Lune, donc on peut prendre comme référence la position entre deux pleines lunes, par exemple. Ce ne sera pas la même chose que de prendre la position par rapport strictement au Soleil. Donc c'est pour ça que ça fait un petit décalage. Donc 27 jours et demi ou 29 jours et demi finalement, selon la façon dont on regarde, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Je ne me rappelle plus le sondage, mais ça doit être quelque chose comme ça. En fait, le sondage, c'est 27, 28, 29 ou 30 ou 31 selon les mois. On a arrondi, oui. Notez que si c'était exactement 28 jours, justement, ça ferait que la pleine lune aurait toujours lieu le même jour de la semaine. Et c'est pas le cas. Donc, on voit bien que c'est pas 28 jours, quoi. Voilà. Mais donc, 27 et demi, le temps qu'elle fasse un tour autour de la Terre, qu'elle revienne à la même position par rapport à la Terre et aux étoiles. Et puis, 29 jours et demi, le temps qu'on retrouve à nouveau la pleine lune. Bon, eh bien, j'espère que vous avez de bonnes oreilles. Eh bien, cette mélodie. Faut mettre le son. Faut pas habiter dans le coin. Ce n'est pas la fusée de Thomas Pesquet la semaine dernière. Voilà, vous avez devant vous le décollage de la Saturne V. C'est la fusée qui a emmené les astronautes sur la Lune il y a 50 ans. Elle est bien plus grosse que la fusée qui a emmené Thomas Pesquet vers la station spatiale, qui est pas très loin, rappelez-vous, autour de la Terre la semaine dernière. Et pour aller sur la Lune, c'était autre chose. Donc il a fallu 10 ans pour préparer une fusée pareille. Donc il y a 3 astronautes qui sont dans la fusée, en haut de la fusée, parce que toute la fusée, ce sont pratiquement que des réservoirs, qui ont permis aux astronautes de se rendre jusqu'à la Lune. Alors, je vais vous montrer une image à l'arrivée. Alors, vous vous rappelez que c'est Armstrong et Aldrin, les deux premiers astronautes qui sont allés sur la Lune, mais pas les deux premiers à arriver autour de la Lune. Il y a eu un vol qui s'appelait Apollo 8, qui a eu lieu 6 mois plus tôt. C'était à Noël 1968, où le premier vol en direction de la Lune, ils ont juste fait le tour de la Lune. Ils n'avaient pas la capsule, la petite fusée qui leur permettait d'atterrir dessus pour marcher sur la Lune. Ils ont juste fait le tour de la Lune pour revenir sur la Terre. Eh bien, les suivants, donc, deux vols après, on avait Armstrong et Aldrin qui atterrissaient pour la première fois sur la Lune. Alors, là, c'est pas celle d'Armstrong de la Lune, parce que vous voyez derrière l'astronaute, vous voyez une petite Jeep lunaire, une petite voiture, qui leur a permis de rouler sur la Lune. Ça, c'était que Apollo 15, 16 et 17, les 3 derniers vols vers la Lune. Il y a eu 6 atterrissages sur la Lune à cette époque-là.
Alors pour ceux qui aiment bien se raconter des histoires de sorcières ou de magiciens, eh bien, qui imaginent des trucs invraisemblables, regardez bien attentivement le drapeau que les astronautes ont planté sur la Lune. Si vous regardez attentivement, je dis bien attentivement le drapeau, vous voyez qu'il y a un poteau qui est planté par terre dans la poussière, dans le sol, pour tenir le drapeau, et il y a un autre poteau horizontal pour tenir le drapeau à peu près tendu, plus ou moins tendu, parce qu'il n'y a pas de vent sur la Lune, donc il risque pas de flotter au vent, le drapeau. Donc si vous voulez pas qu'il reste complètement chiffonné en entourant le pied vertical, on verrait pas le joli drapeau. Donc pour l'étendre, il fallait une deuxième barre à l'horizontale pour le tendre, ce drapeau. Donc, il y a eu 12 astronautes, il y a eu 6 atterrissages. À chaque fois, ils sont 3 à partir vers la Lune. Il y en a 2 qui atterrissent seulement, pendant que le troisième tourne autour de la Lune. Il surveille tout le monde. C'est lui qui ramènera tout le monde sain et sauf sur la Terre. Et tout le monde a été ramené sain et sauf sur la Terre. En tout, donc, au total, il y a 50 ans, au total, ça fait 24 astronautes qui ont fait le voyage. 24 astronautes seulement ont fait le voyage jusqu'à la Lune. Et sur ces 24, la moitié, 12 ont marché sur la Lune. Il y a 12 personnes, il n'y a pas une personne qui a marché sur la Lune, il y en a eu 12 en tout. Et c'était il y a 50 ans, hein, donc ça commence à faire longtemps, mais ils ne sont pas tous morts de vieillesse aujourd'hui, les astronautes qui sont allés sur la Lune. Avec Apollo 13, c'était un peu chaud, hein, le vol a eu un pépin à mi-chemin, un accident. Ils ont réussi à faire le tour de la Lune, ils sont revenus de justesse sur la Terre, on les a récupérés, mais ça n'a pas été rien. Alors du coup, vous voyez, avec ces atterrissages sur la Lune, les astronautes se sont permis donc de ramasser des cailloux, de la poussière de la Lune. Ils sont revenus avec. Donc on a pu ramener des échantillons, des roches, des poussières, des cailloux de la Lune. Et on a pu les étudier et ça nous a permis de comprendre un petit peu mieux les choses dont on parlait tout à l'heure, vous vous rappelez, pour comparer les cailloux de la Terre avec les cailloux de la Lune. Eh bien, c'est à cette époque-là. Alors, pour en arriver là, à atterrir sur la Lune, c'était une vraie course invraisemblable entre deux puissances, deux pays à l'époque. Hein. Et une fois que la course a été remportée, ils sont allés plusieurs fois sur la Lune, eh bien, le monde entier regardait ça, le monde entier, tout le monde regardait ça à cette époque-là. Et puis, au bout d'un moment, eh bien, ça n'intéressait plus personne. Donc, on a arrêté d'aller sur la Lune. On a complètement arrêté d'aller sur la Lune. Donc ça s'est passé il y a 50 ans. Alors, depuis 50 ans, plus jamais personne n'est retourné sur la Lune. Il y a eu des projets, mais plus personne n'a pu retourner sur la Lune. Aujourd'hui encore, vous voyez, la semaine dernière, Thomas Pesquet est monté dans une fusée avec d'autres astronautes pour rejoindre la station spatiale, qui n'existait pas à cette époque-là, qui tourne autour de la Terre. Eh bien, tous ces astronautes n'ont jamais connu un voyage en direction de la Lune. Il n'y a plus personne qui retourne sur la Lune depuis 50 ans. Ceux qui ont mis les pieds sur la Lune aujourd'hui, les quelques survivants aujourd'hui, qui ne sont pas encore morts de vieillesse, il n'y a pas eu d'accident là-bas, sur place, eh bien, ils ont 90 ans, ils ont 80-90 ans, ils sont vieux déjà, donc ils meurent de vieillesse comme tout le monde, bien sûr, ils ne sont pas éternels. Voilà, ça commence à faire longtemps. Donc aujourd'hui, si on voulait retourner sur la Lune, la fusée que vous avez vue, il faudra en recommencer, il faudra en refabriquer une. Alors il y a différents projets pour retourner sur la Lune, mais les choses sont pas si simples que ça. Je vous montre une petite image. Vous voyez ici, à côté du caillou, de ce côté-là, vous avez, du côté gauche, là, vous avez un astronaute. Ça vous donne la dimension du caillou. Et puis de l'autre côté, vous avez la petite Jeep lunaire. Là, voilà, on aperçoit ici sur cette jolie photo sur la Lune. Et puis j'en ai. Alors pendant 20 ans, il s'est pratiquement rien passé. Jusqu'à ce qu'on se décide à recommencer à envoyer des robots vers la Lune. On n'a pas renvoyé encore d'astronautes, on ne s'est pas décidé. Par contre, on envoie des petits robots automatiques. Ici, vous voyez que les Chinois s'y mettent. Donc, vous avez ici un robot chinois qui date il y a quelques années, il y a très peu de temps, qui est en train de rouler, qui roule sur la Lune, qui prend des images sur la Lune. Mais il ne revient pas, il n'est pas prévu qu'il revienne. Mais même la Chine envoie des robots sur la Lune. Les Américains n'ont jamais renvoyé de robots roulants sur la Lune depuis cette époque-là. Mais on commence à se préparer à l'idée que peut-être il faudrait penser à envoyer à nouveau en direction de la Lune des astronautes. Mais les choses ne seront pas si faciles que ça. Alors, pour les plus grands, ça c'est une image panoramique. On voit le pied du robot qui a pris une super image. C'est Chang 5. Là. J'ai pas mis la date, j'ai oublié. C'était quand exactement? Ça doit faire 3
2-3 ans, quelque chose comme ça. Esteban nous dirait ça plus précisément. J'ai perdu un petit peu le fil. Avec tout ce qui se passe, maintenant on s'intéresse plus à Mars, mais personne n'a mis les pieds sur Mars non plus. Hein, on n'en est pas là. Donc voilà, donc on s'intéresse à nouveau à la Lune, mais seulement aller sur la Lune, c'est pas si simple. Alors il y a des projets, bien sûr, on va essayer de voir un petit peu ça avec ces quelques images. Alors pour remplacer, il faut savoir que les Américains, de leur côté, après ces vols vers la Lune, ont arrêté quasiment d'aller dans l'espace pour développer une fusée réutilisable. Parce qu'une fusée, on s'en sert qu'une fois. Une fois qu'elle a servi, eh bien, faut en refabriquer une pour recommencer. Eh bien, ils se sont dit, tiens, on peut peut-être bricoler un truc qu'on pourrait réutiliser plusieurs fois. Ça a été le concept de la navette spatiale. La navette spatiale, il y en a eu 5 de fabriquées. Elles ont volé pendant 30 ans, hein, ça a duré 30 ans cette affaire-là, entre les années 80 et les années 2010. Et ça a plutôt bien fonctionné, malgré le fait qu'il y ait eu quand même 2 gros accidents. Il y en a une qui a explosé au décollage, il y en a une autre qui s'est désintégrée en rentrant dans l'atmosphère. Donc sur les 5, il y a quand même eu 2 accidents, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Du coup, les Américains n'ont plus le droit de voler avec la navette spatiale depuis 2011. Alors pour la remplacer, eh bien, ils ont développé une fusée que vous voyez devant vous ici. Mais vous voyez, on est en 2021, ça fait 10 ans, elle est toujours en cours de fabrication. Elle se finit jamais cette fusée, donc on n'est pas prêt d'avoir une fusée pour retourner sur la Lune. Et les Américains n'avaient pas de moyens de transport jusqu'à ce que Elon Musk, avec sa société SpaceX, mette en place une nouvelle fusée réutilisable en plus. Mais bon, celle-là a envoyé Thomas Pesquet la semaine dernière en direction de la station spatiale. On espère bien retourner sur la Lune. Alors, il y a plusieurs candidats qui sont sur les starting blocks, pardon. Alors vous voyez ici une capsule. Alors vous voyez pas des astronautes, vous voyez des techniciens là, des ingénieurs qui sont en train de préparer une capsule, développent en fait cet engin-là. C'est une nouvelle capsule et on voudrait qu'elle remplace définitivement toutes les fusées qui enverraient les astronautes autour de la Terre et puis vers la Lune. Donc, on envisage un projet pour aller sur la Lune, mais pour un projet de retour sur la Lune, c'est pas simple. Vous voyez, il faut reconstruire tout. C'est la même capsule que les capsules Apollo qui ont servi aux astronautes pour aller vers la Lune il y a 50 ans, mais en plus grand. Elles seront plus grandes. Peut-être qu'on pourrait mettre 4 personnes à bord plutôt que 3. Il y a de la place pour 4, mais on ne sait pas c'est en cours de fabrication. C'est en cours de fabrication. Alors, c'est pareil, pour atterrir, on va choisir sans doute une option qui ressemblera à ce qu'on a fait il y a 50 ans. Donc, vous voyez ici sur le dessin, à droite, vous avez la capsule dans laquelle les astronautes, c'est le sommet de la fusée, en quelque sorte, le haut de la fusée dans lequel sont enfermés les astronautes. Et puis, le bidule assez bizarre, là, qui ressemble à un insecte, là, à gauche, eh bien, c'est le truc qui va atterrir sur la Lune. Les astronautes vont passer de l'un à l'autre pour pouvoir, en général, il y en a 2 seulement qui vont passer pour atterrir sur la Lune. Alors, quand est-ce qu'on aura des astronautes qui vont atterrir sur la Lune? On n'en sait rien du tout. On n'en sait rien. On a des effets d'annonce. On avait Bush qui nous avait annoncé un atterrissage. Ensuite, on a arrêté. Ils ont changé d'avis au gré des événements. Et voilà. Et puis ensuite, on a eu droit à Trump. Et puis maintenant, on a droit à Biden. Les décisions concernant un retour en direction de la Lune, c'est pas fait encore. Et on est en 2021. Rappelez-vous que le créneau qui a concerné la Lune, c'était les années 60, 1960. En 61, le président américain décide, on va sur la Lune, dans les 10 ans qui arrivent, il faut qu'on aille sur la Lune. Donc ça a été une course engagée avec les soviétiques à l'époque. Ils ont mis 10 ans, vous voyez, en 69, ils atterrissaient sur la Lune pour la première fois, ça a duré 3 ans, les 6 atterrissages sur la Lune. Et en 1972, ça a arrêté, ça a stoppé, plus personne n'est retourné en direction de la Lune. Mais pire que ça, depuis cette époque, tous les astronautes qui partent dans l'espace, ils vont pas dans l'espace, ils vont juste autour de la Terre. Ils vont dans l'espace, certes, mais à tourner autour de la Terre. Que tourner autour de la Terre. Et le tour de la Terre, c'est que ça. On a été incapable d'aller à nouveau plus loin. Alors, de toute façon, à part la Lune, qui est assez loin, l'étape après la Lune, c'est aller vers une autre planète. Et là, la marche est trop haute, on n'est pas encore capable d'aller vers Mars, par exemple. Donc, ça sera beaucoup plus facile de retourner en direction de la Lune que de s'engager vers Mars. Parce que la Lune, on l'a déjà fait il y a 50 ans, donc il y a des trucs qu'on sait déjà. Par contre, et puis le voyage n'est pas long. Pour la Lune, c'est 3 jours de voyage, 3-4 jours aller-retour. Les astronautes qui partent vers la Lune et qui reviennent chez eux, ils y sont 1 semaine ou 10 jours après. En 10 jours, c'est fait, c'est fini.
ils sont rentrés chez eux. Thomas Pesquet, qui espérait bien peut-être un jour, quand il sera vieux plus tard, aller vers Mars, un voyage vers Mars, c'est 2 à 3 ans de voyage. 2 à 3 ans. Personne n'est resté ne serait-ce que 3 ans ou 2 ans à faire le tour de la Terre. Juste que le tour de la Terre. Si un pépin, vous revenez vite en quelques heures. Quand vous faites le tour de la Terre, en quelques heures, vous pouvez rentrer en urgence. S'il y a un pépin, un problème, quoi. Quand vous partez vers un objet, vers la Lune, il partait 3 jours vers la Lune, s'il y a eu un pépin, avec Apollo 13, il y a eu un pépin à mi-chemin, vous pouvez pas faire demi-tour. Vous n'êtes pas dans un film de science-fiction. Dans les films de science-fiction, vous pouvez tourner à droite, tourner à gauche, faire demi-tour avec votre fusée. Dans l'espace, pour de vrai, dans la réalité, ça n'existe pas. Vous êtes sur une trajectoire. Donc, un trajet entre la Terre et la Lune, vous avez un problème au milieu, vous allez jusqu'à la Lune, vous faites le tour, puis vous revenez le plus vite possible. Mais vous êtes obligé d'aller jusqu'à la Lune. Donc, si vous allez vers la Lune, il y a eu avec Apollo 13 un pépin à mi-chemin, ils étaient partis pour, ils ont fait le tour en une semaine. Au bout d'une semaine, ils étaient revenus. Mais pendant une semaine, il a fallu qu'ils survivent. Si on fait un trajet vers Mars, qui est un pépin entre la Terre et Mars, le voyage, c'est pas une semaine. Vous êtes parti pour 2 ans. 2 ans à 3 ans. C'est pas du tout pareil. Donc, et il sera pas question de faire demi-tour, comme dans les films de science-fiction, parce que ce sont des films, pas la réalité. Des fusées qui font demi-tour, ça n'existe pas pour de vrai. Et ça n'existera pas demain non plus. Donc, ça va être compliqué d'aller vers Mars. Mais on va le faire. Tôt ou tard, on va réussir à le faire. Mais ça sera autrement plus dangereux qu'un voyage vers la Lune. C'est comme si vous allez comparer, vous sortez de chez vous pour aller voir des copains dans la maison d'à côté. Vous avez des amis qui habitent la maison d'en face, traverser la route. Bon, faut faire attention pour traverser la route, ça peut être dangereux, mais il n'y a que la route à traverser. Vous êtes chez vos amis, puis vous revenez chez vous le soir. Ça, c'est un voyage vers la Lune. Un voyage vers Mars, c'est vous sortez de chez vous, faut aller jusqu'à l'aéroport, faut prendre l'avion pour aller en Chine, et puis vous revenez chez vous. Alors déjà, pour aller en Chine, il faut remplir des papiers bien avant, il faut avoir le visa, il faut avoir tous les papiers qu'il faut, et puis il faut faire tout le trajet, ça va pas se faire en 5 minutes d'aller en Chine. Donc voilà la comparaison entre aller sur la Lune et aller sur Mars. Et rappelez-vous que personne n'est retourné sur la Lune depuis 50 ans. Donc même ça qui paraît aussi simple que de traverser la route, c'est pas si simple que ça. Donc on n'y est pas encore, un retour sur la Lune. Mais bon, on espère bien que ça viendra. D'ailleurs, il y a des équipes qui sont prêts à partir. Voilà, tout cela sont prêts à partir. Vous pouvez noter que dans le tas, vous n'avez pas un Français, il n'y a pas Thomas Pesquet, parce que ça sera sans doute un Américain ou une Américaine peut-être, avec un peu de chance, ils vont mettre une femme en premier pour atterrir sur la Lune, on verra bien. Mais voilà, les candidates qui sont prêtes et prêts à partir en direction de la Lune. Alors est-ce que ce sera l'un d'eux? On n'en sait rien. Ça serait l'un d'eux si on décidait d'aller sur la Lune dans les 10 ans qui viennent. Si c'est dans 15 ans ou 20 ans, ça sera sans doute d'autres personnes plus jeunes. Peut-être l'un d'entre vous qui nous regardez en ce moment, vous avez peut-être envie d'être astronaute. Eh bien, vous pourrez peut-être aller sur la Lune dans 15 ans, 20 ans, quand vous serez grand. Ou peut-être sur Mars dans 30 ans ou 40 ans. Je ne sais pas quand on décidera d'aller sur Mars, mais forcément, la Lune, ce sera beaucoup moins difficile que d'aller vers Mars. Voilà, est-ce qu'il nous reste encore d'autres questions, des nouvelles questions? Alors oui, il y a des questions. Alors c'est toujours difficile de répondre quand vous mettez pas votre âge parce que je fais des réponses du coup qui sont plutôt adultes. Voilà, donc j'espère juste que ça convienne bien. On nous demande le prix d'une fusée. Alors j'ai répondu que c'est très variable, comme le prix d'une voiture. Voilà, entre une 2 chevaux, voilà, enfin ça peut coûter plus cher maintenant peut-être une 2 chevaux, mais entre la plus petite voiture qu'on puisse imaginer et puis la plus grosse, il y a une grosse différence de prix. Puis ça dépend aussi si on considère le coût que représente le coût de l'entretien et de tout le reste, quoi. Voilà. D'autres questions aussi, c'est alors il y en a une ici laquelle je commence à répondre, mais il n'y a pas que des Américains qui veulent aller sur la Lune, et les Chinois, eux, est-ce qu'ils veulent pas y aller, et les Européens, est-ce qu'il y a plus de sous, voilà, comment ça se passe? Alors pour l'Europe, c'est réglé. Pour l'Europe, c'est réglé depuis 1993. C'est Patrick Baudry qui aimerait vous en parler certainement. L'Europe avait décidé de faire une espèce de petite navette qui aurait décollé avec l'Ariane 5, qui est le lanceur européen qui part de Kourou, pour ceux qui connaissent, et qui actuellement ne lance que des satellites, jamais d'astronautes.
on n'est pas validé pour lancer des astronautes. Et on pensait qu'en développant la fusée Hermès, on aurait pu avoir accès à envoyer nos propres astronautes européens avec nos propres lanceurs, nos propres fusées. Mais ça coûtait trop cher à l'Europe. L'Europe a dit non, donc on continue d'aller dans l'espace, mais grâce aux fusées américaines ou aux fusées russes. Et c'est que soit russe, soit américaine. Mais il y a les Chinois qui s'y sont mis. Alors, les Chinois sont très peu allés dans l'espace. De toute façon, il n'y a eu que 3 vols, je crois, 2 ou 3 vols seulement. Donc, le dernier, c'était au moment où Thomas Pesquet était allé la première fois dans la station. Vous vous rappelez, c'était il y a 4 ans maintenant. Donc, le dernier vol des Chinois, c'était il y a 4 ans, 4 ans seulement. Donc, en fait, les Chinois, maintenant, font un partenariat avec les Russes pour peut-être faire un pôle entre eux et mieux développer un vol peut-être vers la Lune, on verra. Enfin, on n'en est pas là. Hein. Déjà, on parle de tourner autour de la Terre, décoller de la Terre, l'accès à l'espace, c'est-à-dire décoller de la Terre pour faire le tour de la Terre seulement. Ça, c'est la première étape. Décoller de la Terre pour en faire le tour. Voilà. La deuxième étape, c'est la Lune, mais là, c'est compliqué. Ça a été fait il y a 50 ans, mais le refaire aujourd'hui, mais on n'est pas encore capable. Hein. C'est compliqué. Personne l'a fait. Puis l'étape 3, ça serait d'aller vers une autre planète, comme Mars. Mais là, du coup, la marche est très, très haute. Hein. Donc, on n'en est pas là. Donc, l'Europe n'est pour l'instant pas autonome en termes de vols spatiaux. Elle forme des astronautes. Hein. L'Europe forme l'Agence spatiale européenne, ce qu'on appelle l'ESA. C'est l'équivalent de ce que tout le monde connaît comme étant la NASA. La NASA, c'est l'Agence spatiale américaine. L'ESA, c'est l'Agence spatiale européenne, dont la France fait partie. Mais on n'est qu'un pays parmi l'Europe à faire partie de l'ESA. Il y a la JAXA, qui est l'agence spatiale japonaise, où ils lancent beaucoup de satellites, beaucoup de sondes qui vont visiter des astéroïdes. Vincent, vous en avez parlé. Voilà, c'était le projet Ariane 5 avec la navette Hermès qui aurait pu envoyer des astronautes à partir de la base de Kourou en Guyane. Eh bien, ça a été abandonné il y a 30 ans maintenant, vous voyez, une trentaine d'années déjà. Donc c'est trop tard, on a fait des choix, l'Europe ne peut pas revenir en arrière aujourd'hui. Donc on a décidé de s'allier à la fois avec les Russes et à la fois avec les Américains, ça dépend des moments. Bon, il faut dire que, rappelez-vous, hein, les Américains n'avaient plus de moyens de transport d'accès à l'espace, ils n'avaient plus de fusées pour aller dans l'espace depuis 10 ans. Quand les astronautes américains voulaient aller dans l'espace, ça fait 10 ans que ça dure, ils vont avec les Russes, comme nous. Avec les Russes. Hein. Ils n'avaient que les fusées Soyouz russes pour accéder à l'espace. Ils n'avaient même pas une fusée. Donc, sauf depuis l'année dernière, là, il y en a une fusée de Elon Musk, la SpaceX, la Falcon 9 de SpaceX, qui permet aux astronautes américains, avec une fusée américaine, d'accéder à l'espace. Mais vous voyez, les choses ne sont pas simples. Donc, nous, on fait du stop, en quelque sorte. On fait du stop chez les Russes, on fait du stop chez les Américains. Et vous avez peut-être suivi Thomas Pesquet de près, attentivement sa formation. En ce moment, Thomas Pesquet est en train d'apprendre le mandarin, le chinois, pour pouvoir probablement, on espère, faire des partenariats avec la Chine, au cas où la Chine développe suffisamment son programme pour lancer plein de fusées, peut-être en direction de la Lune un jour, on ne sait jamais, eh bien, on aurait des partenariats, un partenariat déjà de conclu entre l'Europe et la Chine pour peut-être envoyer un Français ou un Européen dans une fusée chinoise. Pour l'instant, les Américains sont pas chauds pour envoyer un Américain dans une fusée chinoise. Mais ils ont envoyé depuis 10 ans des Américains dans des fusées russes, hein, sans que ça leur pose vraiment de problème. Ça leur coûte cher, hein, 60 millions de dollars à chaque fois, mais ça coûte de l'argent. Il est peut-être bon de noter que demain, il y a justement une fusée chinoise qui décolle. Tu étais au courant? Non, on sait plus que moi. En fait, alors, les Chinois, ils communiquent au dernier moment. Hein. Ils discutent au dernier moment. Hop, 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 et on apprend que demain, en fait, veut envoyer effectivement le premier module de sa future station spatiale dans l'espace. Voilà, qui s'appelle Tiangong. Et donc, il va y avoir bientôt 2 stations spatiales dans l'espace, la station spatiale internationale et la station spatiale chinoise. Donc, il y a la Chine et le reste du monde. Voilà. C'est ça. Ils font un peu les choses dans leur coin, ils préviennent au dernier moment, ils disent « Ah ben, au fait, on est parti. Hein. » Voilà. C'est un peu comme ça que ça marche, la Chine. Hein. C'est pour ça que tout à l'heure aussi, Daniel parlait de Chang'e qui était sur la Lune et que, bah, effectivement, pas forcément énormément de détails, quoi. Hein. Voilà. Mais si vous allez vous balader un petit peu sur Internet, vous allez pouvoir trouver des infos là-dessus. Je peux vous partager hop là, un écran peut-être. Tac. Voilà, un petit film ici sur Futura Science, là, par exemple. Voilà.
qui vous montre la future station spatiale chinoise. Voilà. Les Chinois, très joueurs. Alors en fait, ils communiquent après les décollages souvent, parce que si ça rate, ils disent rien. Si ça rate pas, ils ont fait un peu de pub, mais sans plus. On n'a pas de données techniques. C'est compliqué d'avoir des données techniques. Il faut savoir que quand Thomas Pesquet est monté il y a 4 ans dans la station spatiale, la station chinoise, c'était ça, c'est-à-dire 2 modules. Bon, si vous voulez, c'est 2 morceaux de fusée, quoi. On n'en est pas à construire une station comme l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Hein, on n'en est pas là. Mais on sait qu'avec les Chinois, ça peut aller vite. Hein. Si ça marche bien, s'ils ont l'argent, hop, ça galope. Donc on verra bien si on a une vraie station, une vraie deuxième station en orbite terrestre. Hein. Pour ceux qui se souviennent, il y avait la station Mir. Voilà, ça c'est sans doute en 2017. Quand les 2 Chinois sont montés dans l'espace. Ils sont restés une semaine, c'est tout. Ils ne sont pas restés très longtemps en orbite. Je vous rappelle qu'un vol en direction de la station spatiale, ça, la plupart du temps, ça dure 6 mois. Thomas Pesquet est parti pour 6 mois avec ses collègues. Il y a souvent des échanges tous les 3 mois. Ça se croise. Il y en a qui descendent, il y en a qui remontent. Là, on est mercredi. Il y a un équipage qui devait redescendre aujourd'hui. Là. Je sais pas si oui, c'est repoussé au 2, je crois. Ça veut dire qu'ils sont toujours 11. Ils sont 11 dans la station. Et ils dorment là où ils peuvent, parce qu'il n'y a que 6 couchettes dans la station. Il y a 6 couchettes et ils sont 11. Alors, cherchez les records. Ils font du Tetris. Ouais, pour occuper le moindre espace. Alors, il faut savoir que l'ISS, qui fait le tour de la Terre en 1h30, voilà, elle fait le tour de la Terre en 1h30, ça veut dire que, vous voyez, en 24 heures, pour nous, en 24 heures, en l'espace de 24 heures, ils ont le temps de faire une 16 fois le tour de la Terre. Eh bien, ils ont décidé de se mettre à l'heure de l'Europe centrale, c'est-à-dire à peu près à l'heure où nous on se lève, et ils se couchent à peu près à l'heure où nous on se couche. Même si le soleil pour eux se lève et se couche tous les 3 quarts d'heure, ils ont décidé, la réglementation, c'est de tout le monde dorme ensemble. C'est pour que tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de bruit dans la station. Donc, s'il y en a un qui reste à faire du marteau-piqueur dans la station pendant que les autres dorment, ça va pas le faire, quoi. Ça va être bruyant. Donc, tout le monde dort en même temps, tout le monde mange en même temps. Comme ça permet tous de travailler en même temps. Donc, ça s'échange plus facilement. Puis, au moins, quand on dort, on fait le moins de bruit. Il y a déjà bien assez de bruit dans la station. Oui, c'est comme si vous enfermez dans un placard en métal et tous les placards se touchent les uns aux autres, sont accrochés les uns aux autres. Donc, c'est un truc qui vibre à un bout, on l'entend à l'autre bout. Enfin, et puis, il y a plein de ventilateurs qui tournent dans tous les sens. Bon, ça fait du bruit, quoi, la station. Sans parler des odeurs, parce que là, vous pouvez pas aérer. Covid ou pas Covid, vous pouvez pas ouvrir la fenêtre, le hublot, pour changer l'air. Hein. C'est toujours le même air qui est recyclé. Donc, il y a les odeurs qui traînent de bouffe et de toutes sortes de produits qu'ils utilisent pour faire plein d'expériences. Il faut pas être sensible ni aux odeurs, ni au bruit dans la station. Mais le métier d'astronaute, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Voilà, au passage, quand même, il y a quelqu'un qui nous dit, la Diane et Armand, en fait, nous disent que ils sont pas obligés de dormir tous les 11 en même temps, mais c'est effectivement le choix qui a été fait quand même. C'est vrai qu'ils pourraient décaler et ils pourraient choisir de pas dormir en même temps. Mais c'est le choix qui a été fait. Et en fait, ils ont installé en revanche en quelque sorte des lits de camp un petit peu partout dans la station. Et Thomas Pesquet, par exemple, là, il dort dans le module Columbus. Hein. Il dort pas dans sa couchette définitive. Là, pour l'instant, il est en camping, hein, dans son laboratoire. Il dort dans son bureau, quoi, grosso modo. Voilà. Alors, du reste, c'est l'un des endroits les plus silencieux de la station. Donc, il doit être content. Ça doit être pratique. Voilà. Peut-être qu'ils ont droit au boule qui est, je sais pas. Ouais. Eh oui. Voilà, on a fait le tour un petit peu. Il est 15h12. Hein, on n'a pas parlé des éclipses. Désolé, hein, il y avait des questions un petit peu sur les éclipses, mais on ne peut pas parler de tout. Hein, on est obligé de faire des choix, effectivement. Et bon, effectivement, ça n'a pas été le choix de Daniel de parler des éclipses. Voilà, mais vous trouverez tout ce que vous voulez sur Internet sur les éclipses. C'est pas un gros problème. Voilà. Merci Daniel pour cette présentation bien agréable, ma foi. Et puis on dit à tout le monde merci à tous, hein, et à la semaine prochaine, mercredi prochain. Il nous reste encore 2 séances de webinaire, mercredi prochain et le mercredi d'après. Et puis ensuite on réouvrira le planétarium. Vous pourrez revenir nous voir en chair et en os
Voilà, et ben, on espère bien vous rencontrer. Il faudra que vous veniez nous faire un petit coucou pour ceux qu'on ne connaît pas. Voilà. Allez, ben, bonne fin de journée. À bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir, Daniel. Je pense que tu dois être de ce côté-là. Non, moi, t'es là-haut en dessous. ou en dessous. Oh, moi, je ne sais pas, peu importe. C'est pas très important. Voilà, en tout cas, bonne fin de journée et à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. Merci.